Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. Depuis novembre 2018, Mayotte ne dispose pas, comme à l'accoutumée, d'autorité de figure religieuse à proprement parler. L'intérim du Grand Cadi est assuré, mais jusqu'à quand? Que se passe-t-il au sein de l'institution? Élément de réponse dans un instant. L'utilisation du glyphosate, est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Pourquoi le débat sur ce pesticide a tant divisé au sein du Parlement européen? Qui prend la décision de son utilisation ou pas au final? On en parle dans notre module consacré aux européennes. Et dans ce cadre, nous recevons ce soir Christian Jacob, président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Enfin, dans cette édition, nous serons aux côtés des élèves de CM2 de l'école Mhogoni à Passamenti pour découvrir leur projet artistique, projet portant sur l'habitat, leur habitat, du moins comment ils l'imaginent. Projet qui rentre dans le cadre des ateliers Médicis financés entre autres par le ministère de la Culture. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Pourquoi tarde-t-on à nommer le Grand Cadi de Mayotte? Une question que nous posons aujourd'hui, 6 mois après le départ de l'ancien Grand Cadi. J'ai nommé Nourdine Bakar, remplacé depuis par Mahmoud Hamada Sanda, qui fait office d'intérimaire à ce poste. Détails et explications avec Papino Zeydani Farouseli. À quand la nomination officielle du Grand Cadi de Mayotte? Une question sur toutes les lèvres des fidèles musulmans et plus particulièrement les responsables religieux de l'île. Pour y répondre, la cohésion sociale du département précise que l'officialisation est en cours de procédure administrative. Il n'est pas facile à l'administration de recruter un grand cadi qui a à la fois cet aspect donc administratif et religieux. Et voilà. Donc c'est pour cela qu'il faut sécuriser donc cette procédure de façon à ce que tout soit clair, et que le grand cadi soit donc nommé et à la fois pour dans l'administration continuer à faire le travail de la médiation de la conciliation, mais à la fois dans la religion représenter les musulmans de Mayotte avec leur diversité. Et la continuité du service est assurée par voie d'intérim depuis plus de 6 mois par l'ancien adjoint du Grand Cadi, Mahmoud Hamada Sanda. Une mission qui consiste à orienter les musulmans locaux dans la pratique de leur religion au quotidien. Dans le cadre de mes missions, il s'agit surtout de mener à terme mon travail dans la religion auprès des musulmans locaux, et cela sans limite. Selon les indications du conseil départemental et selon la tradition chafite et sunnite, il est question de mettre en place un islam qui permettra à chaque musulman de vivre en paix et en harmonie à Mayotte. Et le futur Grand Cadi a cette mission d'être fédérateur auprès des musulmans afin que chacun s'y retrouve. La nomination officielle du nouveau Grand Cadi devrait intervenir d'ici le départ à la Mecque, prévu en juillet prochain. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'absence d'autorité officielle, pourrait-on dire, à la tête de la religion musulmane ici à Mayotte n'affecte en rien la spiritualité des fidèles en ce mois de Ramadan. Un mois pendant lequel beaucoup tentent de se rapprocher de Dieu, et cela passe par exemple par la lecture de versets coraniques et la fréquentation de librairies spécialisées. À Mamoudzou, le reportage de Faïd Souaili et Maoulida Bonaïri. Le mois de Ramadan est sacré pour les musulmans à Mayotte. Alors tout le monde fait des efforts pour pratiquer le jeûne le mieux possible, et ce jeune homme venu de Kombani pense avoir trouvé ce qu'il lui faut dans cette librairie islamique au centre de Mamoudzou. Je cherchais des livres comme le Coran, des koufias, des gondras, tout ça. Donc je suis venu ici, j'ai vu, ils ont exposé des articles qui m'ont intéressé, donc je suis venu. Et je trouve qu'ils ont un peu tout ce que je veux. Ce mois sacré est une bénédiction pour cette librairie. Les clients affluent pour se procurer de nombreux livres sur la religion musulmane, mais le plus vendu reste le Coran. En sachant que le Machar nous dit que le mois de Ramadan, Allah il donne plus que le mois les autres mois.
Alhamdulillah, donc c'est pour cela que les gens ils viennent en quantité pour chercher le Coran. Et qu'on est dans le mois de Ramadan, c'est ce qu'on nous demande. On fait beaucoup de istighfar et beaucoup de récitations du Coran. Ça, c'est ce qu'on demande par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, alhamdulillah, les gens ils connaissent ça, donc ils sont motivés. Dans cette librairie ambulante située près du rond-point Zenam Déré, même constat. Mohamed Aboubakar Ali voit ses ventes exploser surtout pour le Coran que les fidèles offrent à des mosquées. D'autres ouvrages partent bien, notamment les invocations recommandées durant ce mois de jeûne. Et face au volume de commandes, le vendeur se prépare pour éviter les ruptures de stock. Nous connaissons déjà le temps, donc s'il y a un mois de Ramadan, les gens commencent à voyager avant le Ramadan. Donc dès que le Ramadan est prêt, donc nous aussi on est prêts. On est là juste pour servir nos clients. Le mois de Ramadan ne fait que commencer. Il est encore temps de faire un tour dans ces librairies pour les personnes intéressées. Nous ouvrons à présent notre chapitre sur les européennes. Cela ne vous aura pas échappé. C'est ce lundi que la campagne officielle a été lancée, raison pour laquelle nous recevons les différents représentants des partis. Et ce soir, ce sera au tour de Christian Jacob des LR en visite à Mayotte d'être avec nous. Mais d'abord, je vous propose de suivre ce reportage sur le casse-tête des panneaux d'affichage à Mayotte pour ce scrutin. Exemple dans la commune de Koungou avec Henriette Bonaïssa et Géraldine Lui. À J-12 des élections européennes, l'heure est aux préparatifs à la mairie de Koungou. Depuis ce matin, les employés installent les panneaux destinés à accueillir les affiches électorales. Selon le code électoral, il doit y en avoir dans chaque lieu de vote, mais le nombre record de 34 listes candidates complique l'opération. Nous sommes en train de poser les panneaux pour permettre aux candidats de poser leurs listes, leurs affiches. C'est numéroté pour permettre aux candidats d'apposer leurs affiches. Eric s'occupe des élections depuis 10 ans. Jamais il n'a eu de difficultés à disposer et installer ces panneaux. C'est la première fois qu'on a autant de panneaux et puis autant de candidats, parce que c'est une première depuis 10 ans que je suis dans le service. C'est une première. On a anticipé, mais le seul problème, c'est si c'est le 3 mai qu'on vient d'avoir les résultats, qu'il y a 33 candidats, et puis acheminer des panneaux depuis la métropole, c'est un chemin très difficile. Du coup, on a mis avec ce qu'on a et puis effectuer des moyens locaux qu'on a habituellement. Impossible pour l'heure de commander d'autres panneaux, on ne les aura pas à temps et pour utiliser les contreplaqués, il faudra les trouer pour qu'on ne les vole pas. C'est compliqué pour les candidats d'apposer les affiches. Et c'est un fait pour beaucoup de citoyens. L'Europe, c'est compliqué. Bref, beaucoup d'idées, de préjugés circulent sur l'Europe et on ne comprend pas toujours en quoi elle nous protège ou nous nuit. Exemple ce soir avec l'affaire du glyphosate, puisque oui, on peut se demander concernant les pesticides si l'Europe nous protège ou pas de ce genre de substances. Décodage avec Valérie Odile et Inès Ponce-Texera. L'Europe ne nous protège même pas contre les pesticides. Quand Bruxelles a décidé de réautoriser le glyphosate, les Européens et les associations de protection de l'environnement ont pris une sacrée claque. Aïe! En effet, en janvier 2017, 1 300 000 Européens issus de 7 pays membres ont signé une initiative citoyenne européenne. En fait, une sorte de pétition officielle pour dire stop au glyphosate. Et les Européens ont bien raison d'avoir peur. En 2015, une très sérieuse étude du Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, a classé ce pesticide comme cancérigène, après avoir épluché plus de 1000 études scientifiques. Pourtant, en décembre 2017, la Commission européenne reconduit son autorisation sur le marché européen. La déception des citoyens est immense. Ils sont condamnés à manger du glyphosate pendant encore 5 ans. Non mais allô, quoi? Vous ne comprenez pas non plus? Je vous explique. Pour les produits phyto, ceux qui décident, ce sont les gouvernements des pays membres, et pas les eurodéputés, qui étaient d'ailleurs plutôt contre. Le souci, c'est que ces gouvernements s'appuient sur les conclusions de leurs experts, mais aussi de l'Agence européenne de sécurité des aliments, qui, eux, ont surtout étudié les rapports des industriels, comme Monsanto par exemple. Résultat, pour eux, ce n'est pas prouvé que le glyphosate est dangereux. Et non. Sauf que, on apprend un peu plus tard que Monsanto aurait menti. Dans cette histoire, le Parlement européen, nos eurodéputés,
a quand même joué un rôle de garde-fou. Ils ont fait du lobbying pour réduire de 15 à 5 ans l'autorisation. Mais surtout, ils ont monté une commission d'enquête sur le processus d'autorisation. Non mais, c'est quoi ces méthodes ? L'enjeu est grand. L'Europe évalue plusieurs centaines de produits chimiques chaque année. Elle en a d'ailleurs interdit plus de 700, comme les tueurs d'abeilles, et a aussi banni l'épandage aérien des pesticides. Mais le pire dans cette affaire, c'est que les vrais responsables, ce sont les gouvernements eux-mêmes. Ils peuvent tout à fait interdire le produit dans leur pays. Macron avait d'ailleurs promis d'interdire le glyphosate. Le glyphosate, dans 3 ans, c'est fini. Mais au moment du vote, il n'y a plus personne. Tu as voté, toi ? Non. Deuxième claque pour les pauvres Français. Aïe! Désabusés, mais bien décidés à se faire entendre, ils ont lancé le mouvement anti-pesticides « Nous voulons des coquelicots », symbole de la biodiversité. Nous voulons des coquelicots. Nous voulons des coquelicots. Nous voulons des coquelicots. Mais peut-être ferait-il mieux de se cotiser pour acheter des sonotones aux États membres, histoire de se faire entendre. Hein ? Quoi ? Mais qu'est-ce qu'ils disent ? Et je vous le disais tout à l'heure avec nous sur ce plateau, ce soir, le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, Christian Jacob, en visite dans le département, a donné une conférence de presse à la mi-journée à Mamoudzou aux côtés d'Abdul Doukaini, présent dans la liste LR pour les européennes. Conférence de presse dans laquelle il est également revenu sur la loi programme pour Mayotte portée par le député Mansour Kamardine qui sera débattue en juin prochain à l'Assemblée nationale. Une loi visant, dit-il, à combler le retard de Mayotte concernant le pouvoir d'achat et qui permettrait la construction d'infrastructures nécessaires au développement de l'île. Christian Jacob, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, je vous ai écouté et vous, le premier argument que vous avancez pour inciter les Mahorais à se mobiliser pour ce scrutin important, les européennes, et voter pour votre liste, c'est de dire que sur les 34 listes présentes, le seul Mahorais présent figure dans la vôtre. En quoi est-ce que cet argument se suffit finalement à lui-même ? Ne se suffit pas à lui-même, il y a beaucoup d'autres arguments, bien évidemment. Mais celui-là, on est un qui compte, parce que avoir des responsables de proximité, des élus de proximité qui ont été dans la préparation du projet, c'est important, la proximité en politique. Mais il y a beaucoup d'autres arguments. Et notamment celui de la préparation de ce projet européen. Nous y avons travaillé depuis 18 mois. Depuis le mois de décembre dernier, nous avons présenté notre programme. Je le dis aujourd'hui parce qu'on a découvert tous depuis 3 jours ou 4 jours qu'En Marche a enfin présenté son programme. Le parti du président de la République, 10 jours avant l'élection européenne, présente son programme 10 jours avant. Je crois que ça n'était jamais arrivé. On est là pour parler du vôtre. Alors, oui. Pour ce scrutin, vous mettez en avant les enjeux liés à l'immigration de masse, pour prendre les mots des LR. Le Rassemblement national utilise la même stratégie. Peut-on dire que tous les moyens sont bons pour attirer des voix ou vous n'avez pas du tout envie d'entendre parler de cette comparaison ? Non, tous les moyens ne sont pas bons. La preuve, c'est que nous avons des moyens différents. Nous considérons qu'il y a la nécessité, effectivement, de renforcer nos frontières nationales, mais aussi les frontières européennes, à l'extérieur de l'Union européenne. Or, le Rassemblement national, puisque vous y faites référence, eux sont sur une logique purement nationale. Or, on sait bien que la réponse à la crise migratoire, elle ne peut pas être que nationale, parce que lorsque vous avez des clandestins qui sont arrivés sur le territoire européen, c'est très facile ensuite qu'ils puissent circuler librement. Donc, il y a besoin de la double frontière. Et par ailleurs, nous avons toujours défendu la nécessité de financer Frontex, qui est une agence qui permet de renforcer effectivement les financements pour protéger nos frontières extérieures. Par exemple, justement, ici, ce n'est pas le cas. Ils ne peuvent pas circuler librement une fois qu'ils sont arrivés sur ce territoire qui est aussi européen. Finir sur ce point. Par exemple, le Rassemblement national s'est toujours opposé au renforcement des financements de Frontex. Alors, sur Mayotte, il y a effectivement une situation très particulière. C'est pour ça que j'ai eu l'occasion de le dire. La lutte contre l'immigration clandestine doit être très, très forte aujourd'hui. On voit les conséquences, on les voit sur le plan démographique, on les voit sur le plan environnemental. J'ai survolé l'île tout à l'heure en ULM avant de venir à votre journal. On voit la déforestation, les ravages de la déforestation qui provoquent de l'érosion des sols, qui aujourd'hui est en train de mettre à mal la mangrove et d'attaquer le lagon.
Donc il y a un sujet déterminant à lutter contre l'immigration clandestine, mais il faut être sur les deux fronts, c'est-à-dire à la fois frontière nationale, frontière européenne, et renforcer les moyens, et pour ça on a besoin de l'Europe. Alors, vous dites, notre ennemi, justement, n'est pas le repli national, mais ce qui produit le repli nationaliste. Concrètement, vous comptez vous attaquer à quoi, à qui en premier lieu? On ne compte pas s'attaquer, on compte avoir protégé. Aujourd'hui, quand je dis l'Europe qui protège, c'est effectivement cela. C'est aussi, au-delà des frontières, dans le cadre des accords commerciaux, la nécessité d'avoir une Europe qui soit plus agressive en face des États-Unis, en face de l'Asie, en face de l'Amérique du Sud, de ces différents blocs. Et puis, c'est aussi l'Europe des grands projets. Les projets, les infrastructures, et les Mahorais savent de quoi on parle lorsqu'on parle des grandes infrastructures ici, mais c'est aussi la lutte contre Alzheimer. Nous avons, préparé ce projet avec l'ensemble des partis de droite et de centre-droit. C'est-à-dire que les députés européens, les républicains, le lendemain, dès qu'ils sont élus, d'abord ils savent dans quel groupe ils vont siéger et ils savent ce qu'ils vont défendre. J'insiste là-dessus parce que c'est une vraie différence avec En Marche, qui aujourd'hui, vous voyez, on est à 8 jours des élections, on ne sait pas, personne ne sait où vont siéger. Oui, mais on aura l'occasion de leur poser la question demain. Nous sommes pris par posez-leur cette question, demandez-leur dans quel groupe parlementaire ils vont siéger. Nous leur ils poserons ne savent pas la question. Justement, et en parlant de groupe vous avez dit que les LR siégeront, eux, dans le groupe PPE, un groupe dans lequel vous êtes déjà membre pour cette mandature qui s'achève. Et vous espérez justement que ce groupe sera majoritaire, évidemment, pour ce scrutin, quand les sondages prévoient une percée de l'extrême droite. Combien de sièges seraient satisfaisants pour vous, qui avez, pour la mandature actuelle, 20 eurodéputés? Écoutez, dans une élection, le maximum, bien évidemment. Aujourd'hui, les sondages nous mettent en troisième position. Moi, je considère que les choses ne sont pas bouclées. Nous avons un vrai projet européen avec des candidats très engagés dans la campagne. Nous n'avons pas été sur des propositions démagogiques. On n'a pas cherché à faire des coups 8 jours avant, mais un programme qui a été travaillé, qui a été préparé, et une liste qui est celle qui a le plus augmenté depuis 2 mois de campagne. Merci beaucoup, Christian Jacob, d'avoir accepté notre invitation et bon voyage puisque vous prenez l'avion tout à l'heure. Merci beaucoup. À noter dans l'actualité également l'hommage de la Nation dans la Cour des Invalides ce matin à Paris pour Cédric de Pierrepont, 33 ans, et Alain Bertoncello, 28 ans, mort au cours d'une opération la semaine dernière au Burkina Faso pour sauver 4 otages. Ces 2 membres des forces spéciales morts en héros, a rappelé le chef de l'État, ont été érigés chevaliers de la Légion d'honneur à titre posthume lors d'une cérémonie particulièrement émouvante. Venons-en pour terminer à ce projet mené par les élèves de l'école Mrogoni de Passamenti, projet qui s'inscrit dans le cadre des ateliers Médicis financés par le ministère de la Culture et de l'Éducation nationale et qui consiste à imaginer la maison de ses rêves dans le but de la réaliser. Voilà ce que cela donne avec Yasmine Jaffar et Maolida Bonaheri. Bienvenue dans l'imaginaire des enfants. Avec du carton et du tissu, ils ont réalisé ces maquettes, la représentation de la maison de leurs rêves. Il a fallu 2 mois à ces élèves de CM2 pour arriver à ce résultat, le temps de s'évader d'une dure réalité. Dans le paysage mahorais, maisons en briques et cases en tôle côtoient de grandes demeures. Une inégalité sociale, souvent à l'origine des difficultés scolaires. Ça a un impact parce que même la façon de travailler, ce n'est pas la même et les résultats ne sont pas toujours les mêmes. Parce que s'ils vivent dans des cases en tôle, aussi leur niveau de vie est très bas, donc on ressent beaucoup de choses. Steve est dans sa bulle. Il contemple avec fierté son chef-d'œuvre. Son rêve est de vivre dans une grande maison à étages comme celle-ci. Avant, ma maison était grande et je dormais tout seul avec mon ordi. Et maintenant? Ma maison est en tôle et je vis avec mon grand frère. Ici, c'est le salon. Et ici, c'est le canapé, la télé. Ici, c'est la baffe.
Il y a une dame de ménage qui fait le ménage. Après, ici, c'est la chambre. Je me suis basée sur cette maison parce qu'il y a certaines personnes qui vivent en difficulté dans les maisons et quand ils ont besoin d'aide, ils ne peuvent pas avoir de l'aide. Quand tu dis qu'ils sont dans des difficultés, leur maison est comment? Ils sont en double tôle ou en terre. Le projet Rêver un lieu collectif a permis à ces écoliers de se mettre à la place de l'autre et rendre possible l'impossible. Pourquoi tu aimerais vivre sur un bateau? Pour voyager dans le monde et voir beaucoup de choses. Moi, c'est de voyager le monde et voir le coucher du soleil, voir la mer, voir les îles, voir les poissons, voir les pieuvres, tout ce que j'ai jamais vu. Mais tu n'as jamais pris le bateau, toi? Si, je suis déjà allée en petite air. L'exposition n'a duré qu'un après-midi, mais tout le temps passé à créer, à mettre sur pied leurs rêves, a fait de ces 75 élèves de CM2 les plus heureux. Et ce sera tout pour ce 19h. Merci de votre attention. On se quitte avec cette interrogation. À quand la nomination du grand cadi de Mayotte? 6 mois après le départ de l'ancien dignitaire Nordine Bakar, l'intérim est assuré par le cadi Mahamoud Amada Sanda. Aujourd'hui, beaucoup attendent par le conseil départemental la nomination du nouveau chef religieux, nomination qui interviendrait au mois de juillet prochain d'après nos informations. Demain, l'invité de Zakweli en radio dès 7h15 sera Saïd Dali Bouanamissi du Rassemblement national. Mais tout de suite, c'est Darwel Daou pour le journal en Moiré. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et à demain.